Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette rencontre que je suis contente de vous offrir au moins 2 fois cet automne et peut-être 2 fois hiver-printemps. Ce sont des rencontres, pour moi, c'est important d'échanger avec vous et d'explorer avec vous surtout un thème qui m'est précieux. C'est toujours des thèmes qui me sont précieux. Alors, je vous souhaite la bienvenue là où vous êtes dans le monde. Je sais que c'est pas tout le monde qui s'est connecté en même temps et que plusieurs nous ont signifié à mon équipe, Annick et Odette, nous ont signifié par mail qu'ils ne pouvaient pas être présents à cause des heures. Oups, ça vient de sonner à ma porte, c'est très étrange. Par contre, je ne vais pas les répondre, donc désolée, je vais laisser sonner en espérant que la personne va se décourager. Malheureusement, c'est ainsi. Euh, le thème de la rencontre avec son monde intérieur est un thème qui, pour moi, m'a poursuivi toute ma vie parce que c'est quelque chose qui m'a habité étant donné que j'ai connu me perdre dans le monde extérieur, me perdre dans le monde de mes parents, me perdre dans les conditionnements, la mission parentale qu'on m'avait donnée, me perdre aussi dans l'usage de substances quand j'étais à l'Université de Montréal, pour finalement tenter de percer un mystère qui était que dans le monde extérieur, je m'ennuyais beaucoup et je cherchais une forme de lumière, de compensation, de compulsion, de reconnaissance des autres, le regard de l'autre sur moi, une forme d'existence à quelque part, jusqu'au jour où la maladie est vraiment venue me chercher, une maladie auto-immune, supposément incurable, et grâce, même si ça a pris un certain temps, cette maladie m'a permis d'entrer à l'écoute de mon monde intérieur. Et c'est ce qui m'a permis de me guérir. Par contre, le monde extérieur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans un quotidien, dans une vie. Nous sommes entourés, à moins de vivre dans les Himalayas, et encore là, nous sommes entourés euh, de gens. Si vous vivez à la campagne, peut-être moins. Vous êtes entouré de la nature, mais il y a quand même un système qui vous entoure, à moins que vous soyez un ermite. Et même si vous étiez un ermite, ben, vous rencontreriez les souris, les rats, les fourmis ou les ours, comme au Québec, ou les chevreuils. Enfin, on n'est jamais, jamais euh, seul. On est profondément euh, entouré de gens qui communiquent avec nous ou ne communiquent pas avec nous. Par exemple, si moi je marche dans Paris et que je souris à des gens, eh bien, il se peut que la personne ne va pas sourire du tout, baisse les yeux, veut rien savoir de moi, parce qu'elle est dans son monde avec le monde extérieur. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que le monde extérieur existe, on est entouré de gens, comme là, la personne qui essaie de m'appeler frappe à ma fenêtre en ce moment, mais je ne vais pas me lever pour aller lui répondre. Je reste avec vous. Et ça, c'est une surprise. Alors, on est complètement entouré de gens. Et en même temps que nous sommes dans le monde, nous sommes aussi dans notre bulle. Et si nous contemplons de plus en plus nos villes, je ne parle pas nécessairement des villes de campagne où il y a plus d'échanges ou des villages, mais si nous contemplons le monde dans nos villes, on est vraiment individualiste. Et là, j'en donne un exemple. Je ne vais pas me lever pour aller voir qui frappe à ma fenêtre. Mais nous sommes individualistes dans le sens que nous vivons entourés d'une énergie qui est la nôtre, avec nos formes pensées, nos scénarios de vie, nos rêves, notre retranchement dans notre passé,
nourriture de sentiments, d'émotions, d'images qui font que même si je suis dans le monde extérieur, je peux être complètement coupée de ce monde jusqu'à temps que quelqu'un me frappe un peu fort l'épaule en marchant dans la rue. Et là, je vais peut-être, oh mon Dieu, j'étais dans mon monde. Et je vais soit engueuler cette personne ou soit m'excuser ou la personne s'excuse. Enfin, c'est fascinant comment nous, les êtres humains, avons la capacité de vivre dans un univers qui est le nôtre sans en être vraiment conscient de ce qui se passe dans cet univers qui est notre monde intérieur, puis de vivre en présence des autres avec plus ou moins de présence à l'autre. Et ça, bon, vous avez certainement vécu cette expérience un jour où vous parliez à un de vos amis ou même à quelqu'un, un être cher, peu importe, et vous lui avez dit, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es vraiment là? Parce que qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est que vous sentez que la personne est comme absente, même si elle est présente. C'est ce qu'on appelle les présents absents. Donc, je ne critique pas cette attitude. Ce que j'essaie de vous mettre en lumière, c'est que oui, nous vivons dans le monde extérieur et nous avons besoin du monde extérieur aussi pour vivre avec notre monde intérieur. Et nous vivons avec notre monde intérieur, mais quelquefois sans savoir que nous sommes en présence de cet univers intérieur qui est profond, qui nous appartient et qui est riche comme information sur qui nous sommes. Alors, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est d'aller justement à la rencontre de notre monde intérieur. Et la grosse question que beaucoup de gens me posent, comment? Comment si, de fait, si je prends l'exemple de ma vie à 20 ans, 21 ans, quand j'ai eu le diagnostic, si le médecin m'avait dit, ben, Madame, pour vous guérir de votre arthrite, rentrez dans votre monde intérieur, ben, j'aurais dit, comment? Oui, avec l'usage du hashish ou avec l'usage de la Marie, quoique j'aimais pas la Marie-Johanna, mais avec l'usage du hashish, ah, là, soudainement, mes sens s'ouvraient et le monde extérieur se transformait et j'entrais en présence d'un univers. Et donc, j'utilisais les substituts, pas l'alcool, mais les drogues, pour m'aider à établir un contact avec le monde intérieur qui m'habitait avant le diagnostic de la maladie. Et croyez-moi, ce monde intérieur qui m'habitait, il n'était pas très gai à contempler, d'où l'usage de la drogue pour tenter de fuir, même si la drogue m'aidait à me mettre en contact. C'est comme un double, une contradiction. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, bien évidemment. Je ne pouvais pas me guérir en me droguant. Bon. Fait que j'en reviens quand même à comment établir le contact avec son monde intérieur. Eh bien, nous avons nos sens. Et grâce à nos sens, nous sommes en présence des autres. C'est-à-dire que là, se peut que vous ayez les yeux fermés, mais que vous m'entendez. Il se peut que vous me regardiez, mais que vous soyez comme interpellé par mon visage, mes expressions, mes gestes, qui sont beaucoup. De fait, quand je parle avec mes mains, je parle avec mes yeux. Donc, il se peut que vous soyez fasciné par ça et que vous ne m'entendiez pas. Il se peut aussi que vous me ressentiez, c'est-à-dire que mes mots vous percutent dans votre corps ou dans votre tête. Et il se peut que vous me sentiez. Mais je sais, vous allez dire comment je peux avoir le sens de l'odorat à travers le webinaire? Eh bien oui,
Il se peut que vous imaginiez une senteur et que vous imaginiez même un goût. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que nos sens sont nos portes de communication avec le monde extérieur et avec notre monde intérieur. Alors, vous allez me dire facile si moi je vous dis, tout simplement, si vous voulez entrer en contact avec votre monde intérieur, taisez-vous, fermez les yeux, je vais créer un moment de silence et écoutez. Vous allez entendre les sons extérieurs, bien évidemment. En ce moment, ici, dans cet appartement, il n'y a aucun son, tellement que on croirait un silement. Mais après, qu'est-ce que vous écoutez? Disons, vous fermez les yeux, vous vous appuyez dans votre fauteuil, vous détendez votre corps. Est-ce que vous entendez ou est-ce que vous voyez les yeux fermés des images visuelles? Est-ce que vous ressentez des émotions en ce moment? Des sensations, même des douleurs ou des tensions? Et bien là, par ce petit exercice, oups, vous venez d'établir le contact avec votre monde intérieur. Alors, je vais demander à ma collaboratrice, Annick, qui est avec nous ce soir, ainsi que Odette, d'ailleurs, j'en profite pour vous saluer, de ressortir l'image très utilisée par Jung pour montrer comment on peut être éloigné de notre monde intérieur et comment on peut descendre à la frontière de notre monde intérieur et comment on peut aller le visiter par un dialogue avec notre inconscient, ce qui se trame dans notre monde. Alors, vous voyez maintenant l'image de l'iceberg et imaginez que vous êtes sur la pointe de l'iceberg. Et ça, c'est une position que l'on choisit quand on est vraiment dans notre ego, notre personnalité bien indurée, quand on est comme le maître du monde et qu'on a l'impression qu'on contrôle tout et que rien va nous échapper. Là, on est complètement en haut. Nous sommes complètement en haut de l'iceberg. Et si vous commencez par les événements de la vie qui viennent, les épreuves, quelquefois heurter l'ego, heurter la personnalité construite, l'image qu'on essaie de donner aux autres, les fausses personnalités, comme dirait mon ami Guy Corneau. Quand on commence à être heurté par la vie, et je vais y revenir, à ces heures, eh bien, on commence à glisser le long de l'iceberg pour réaliser, et je vais demander à Annick de pointer avec sa souris, réaliser que nous sommes vraiment à la rencontre de l'eau et de la portion qui est émergée. Alors, à la rencontre de l'eau, si je me penche pour regarder, vous voyez que même le iceberg sous l'eau, au tout début de sa présence sous l'eau, on voit une fine couche d'une autre couleur, comme d'un bleu. Puis, si on descend dans la profondeur de l'iceberg, qui est vraiment notre monde intérieur, notre inconscient et tout ce qu'on s'est créé de notre passé, là, c'est beaucoup plus sombre.
Et évidemment que c'est plus sombre, excusez-moi, à l'opposé de la pointe qui est éclairée par le soleil, mais on rentre dans un niveau de profondeur qu'on ignore. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur d'entrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de peur d'y découvrir des monstres, des choses cachées. Et souvent, on va entendre même par le commun des mortels, eh bien, c'est bien mieux de ne pas aller fouiller dans la pointe de l'iceberg, en dessous de l'eau, parce que ça va trop t'influencer, ça va t'obliger à te changer, et ainsi de suite. Alors, l'autre jour, j'étais en présence, il y a 2 jours, d'un pneumologue. Et ce pneumologue me posait des questions sur mon travail. Et je lui expliquais la beauté de ce que je faisais dans ma vie. Et je lui parlais de cette rencontre, je lui parlais de la rencontre d'hier sur la blessure narcissique et tout ça. Et son réflexe, il m'a dit, ah, c'est très intéressant, mais comment faites-vous pour vivre heureuse avec tout ce malheur? Et moi, je n'ai pas envie de lui poser la question, comment faites-vous pour être heureux avec tous les poumons que vous examinez? Voilà, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas prendre le temps de soulever une polémique. C'était pas ça le but de la rencontre. Alors, le contact avec son monde intérieur. Eh bien, ça nécessite une descente en soi. Mais c'est pas une descente qui est facile parce que quelquefois, on, on, on attend que la vie nous oblige à. On est poussé au pied du mur, on n'a plus le choix. Et encore là, beaucoup d'entre nous fuyons cette rencontre. Et pourtant, ce qui est le plus merveilleux, c'est que nous vivons toujours en présence de notre monde intérieur. Donc, il y a des gens qui prennent le temps de le rencontrer. Par exemple, si vous faites un sport et que vous courez pendant des kilomètres, à un moment donné, vous allez atteindre avec la dopamine un état altéré. Et là, vous allez soit vraiment voir vos difficultés ou vous allez trouver des solutions à vos difficultés. Bien, le sport, quand il n'est pas toujours partagé avec des gens et que vous devez performer, est une méditation. Et il y en a bien d'autres. Conduire est une méditation. Laver votre vaisselle à la main, c'est une méditation. Il y a bien des tâches dans un quotidien qui nous amènent dans l'hémisphère droit de notre cerveau. Et ça, c'est la porte d'entrée pour aller à la rencontre de notre monde intérieur. Alors, c'est sûr que si vous êtes toujours en train de courir, de crier, de parler fort, de toujours devoir vous vendre, vous représenter ou vendre un produit ou peu importe, vous allez être beaucoup dans l'hémisphère gauche du cerveau, analyser, compter, calculer. Mais il y a aussi notre capacité qui est de vivre des tâches dans un quotidien, et je sais, j'en suis certaine que vous en vivez, et si vous n'en vivez pas, c'est le temps de vous en créer, des tâches où vous entrez dans une forme de silence, même s'il y a de la musique, mais vous êtes seul avec vous-même. Et vous pouvez être seul avec vous-même, avec d'autres aussi. Par exemple, si moi je danse et je danse avec un partenaire, bien évidemment, je vais être préoccupée par mon partenaire. Mais si je réussis à m'abandonner complètement, je vais entrer en présence de mon monde intérieur. Alors, quelle est l'importance d'entrer dans son monde intérieur? Mais c'est là où se trouvent les clés de nos difficultés, les clés de notre souffrance, les clés de nos répétitions, les clés de nos compulsions, les clés de notre sensation de manque
de vide, les clés de nos crises existentielles. La clé, elle est à l'intérieur de nous. Alors, c'est tout ça. C'est énorme. Parce que si vous faites comme moi, que vous attendez d'avoir une maladie auto-immune et de souffrir physiquement beaucoup pour un jour vous réveiller parce que la médecine n'a plus rien à vous offrir et le psychothérapeute aussi, eh bien là, j'espère que vous allez vous réveiller comme je l'ai fait. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre jusque-là pour s'ouvrir à son monde intérieur. Alors, notre monde intérieur, évidemment, il est nourri par notre inconscient. Donc, vous connaissez votre conscient. Vous connaissez comment vous êtes né parce que votre mère vous l'a raconté. Vous connaissez vos premiers pas parce que vous avez une vidéo de ça. Vous connaissez le moment que vous avez commencé à babiller. Enfin, de plus en plus, on filme toutes les étapes de développement d'un enfant et c'est beau, c'est magnifique à voir. Donc, adulte, l'enfant peut tout revoir et dit je connais sans rien connaître. Parce que la vraie connaissance, elle n'est pas dans le souvenir extérieur, mais bien dans le vécu intérieur. Je vous donne un autre exemple. Un jour, moi, je feuillette l'album familial. À l'époque, j'étais encore dans la vingtaine. Et l'album que ma mère a fait sur moi, bon, toutes les photos, l'enfance, et je vois une petite fille de 5 ans, c'est moi, à 5 ans, avec les genoux abîmés parce que je tombais tout le temps, et donc elle mettait du mercurochrome dans cette petite robe toute mignonne, avec des petites fraises, et tout le, vous savez, les, euh, les plis, tout était plissé, puis ses petites épaules, puis parfaite la petite robe. Et la petite fille qui habitait la petite robe, c'était, ça m'a soudainement, pouf, parce que j'ai regardé les yeux, le visage de cette petite fille. Elle était tellement triste. Vous allez me dire, ah tiens, tu portes un jugement sur toi quand tu étais jeune. Écoutez, avec toute la connaissance, et même à l'époque, je ne savais pas trop lire les corps, c'était d'une évidence que, avec ses petits bras raides, elle posait pour le portrait de la famille, mais elle n'était pas heureuse. Alors ça m'a ramené à mon monde intérieur quand j'étais jeune. Et je me souviens maintenant, mais je me suis souvenue comment à 8 ans, j'étais malheureuse, je voulais quitter la planète Terre, je m'ennuyais à mourir, et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas la seule à me souvenir de comment je vivais mon temps quand j'étais enfant, comment je vivais mon monde intérieur quand j'étais enfant. C'est aisé de se souvenir. Je sais que des gens vivent des blocages et que, combien de fois j'ai entendu, j'ai commencé à me souvenir de moi à 11 ans seulement. Eh bien oui, si c'est bloqué, c'est que c'est occulté. Et l'inconscient, notre inconscient, a la possibilité de d'occulter, c'est-à-dire de garder dans ses mémoires ce qui serait inacceptable pour notre conscient de se souvenir. Donc, jamais on va défoncer une occultation. Si vous savez, par exemple, que vous avez connu des abus, mais que vous ne vous en souvenez pas, vous ne pouvez pas forcer. Seul le corps, parce que le corps est le siège de notre inconscient, le corps peut permettre une libération des mémoires et l'inconscient va toujours vivre ses mystères si nécessaire. Alors notre inconscient, il est vaste. Dans notre inconscient siègent autant les mémoires de notre passé, de notre présent et même de notre futur, c'est-à-dire nos solutions, les réponses
la partie de nous qui sait. Tout ça, c'est logé dans notre monde intérieur. Ça fait beaucoup de matière. Alors, comment descendre? Comment établir le contact? Quand on est toujours dans la pointe de l'iceberg, dans le speed, la vitesse, le stress, la performance, quand on se perd dans sa personnalité, les conditionnements parentaux, les missions parentales, ça c'est le monde extérieur. C'est moi dans le monde extérieur. Alors quelquefois, il se peut que vous sentiez, moi je l'ai bien senti ça dans ma vie, une incohérence, c'est-à-dire que voici comment je suis avec les autres et j'essaie d'être de bonne humeur, puis de plaire, puis dans ta table. Puis quand je reviens en moi, ou quelques heures avant de me coucher, ou même à la veille de m'endormir, je suis dans une insatisfaction. Alors, c'est ce que j'appelle le décalage entre la persona. La persona, c'est la dimension intérieure de ce qu'on veut montrer au monde. Qu'est-ce que je veux montrer comme persona au monde? OK? Cette persona, elle est basée sur une construction de ma personnalité. C'est pas mal ou bien, c'est ainsi. C'est comme ça qu'on se construit. Et cette persona, elle est basée sur des identités de tristesse, de colère, de souffrance, d'abandon, de rejet, etc., etc. Nos blessures, même narcissiques. Cette persona, elle est construite. C'est comme une formule, comme je dis dans mes formations professionnelles, une formule all included. Hein? Comprend les drinks, la nourriture, l'hébergement dans les hôtels all included. C'est la même chose dans la persona, c'est les comportements, les compulsions, les émotions, la culpabilité, l'envie de mourir. C'est comme un complexe. Tout se tient dans notre persona, dans ce qu'on veut montrer au monde extérieur. Mais à un moment donné, quand on grandit en âge, ou quand arrivent des épreuves, des événements, des déceptions, des pertes, des séparations, des divorces, ou même des accouchements, c'est supposé d'être heureux, mais ça ne l'est pas. Quand arrivent des choses extérieures qui viennent nous heurter, allez, réveille-toi, cesse de dormir ta vie, que le rêveur s'éveille. Eh bien là, on a toujours le choix. Hein. Nous avons toujours le choix de dire j'éloigne ça de moi et je fais la sourde oreille, comme les trois petits singes, et j'essaie de continuer de vivre, comme beaucoup de mes patients ont fait. Puis à un moment donné, pouf, le corps lâche par un accident, par une chute, par une maladie, par quelque chose qui fait que, pouf, ma vie semble s'écrouler. Et moi, je vous dis, c'est une bonne chose. C'est affreux comme expérience parce que l'ayant vécu, c'est comme, je perds tous mes repères, j'ai l'impression que mon monde est en train de mourir, mon monde extérieur, ce que je montrais aux autres, oui, mais c'est pour m'éveiller à mon monde intérieur. Et moins on écoute notre monde intérieur, plus il nous interpelle. La seule difficulté avec le monde intérieur, c'est qu'il parle un autre langage que le nôtre. Il parle par les symboles, l'inconscient parle par des symboles. Contemplez vos rêves, est-ce que vous comprenez toujours vos rêves?
Est-ce que vous rêvez encore? Finalement, notre inconscient, cette pointe de l'iceberg vers le bas, a besoin de s'exprimer parce que nous sommes tout ça. Nous ne sommes pas juste la portion supérieure. Ça, c'est une grande illusion. Alors, comment pouvoir accéder au potentiel de guérison, de vie, d'amour qui est à l'intérieur de nous, dans notre profondeur? Ben, c'est tout simplement d'y aller, d'ouvrir la porte, d'apprivoiser notre monde intérieur par de l'écoute, par poser des questions, accepter que mon monde intérieur ne me parle pas aussi clairement que quelqu'un à l'extérieur de moi. Ne parle pas nécessairement le français. D'ailleurs, on le voit dans des rêves. On va me parler en allemand. Eh bien oui, c'est la langue de mon inconscient dans cette nuit-là. Mais quelquefois, le monde intérieur parle en direct. J'entends une voix. Et je ne suis pas une hallucinée, hein? Excusez-moi. J'entends une voix intérieure qui me dit, et ça j'aime beaucoup prendre cet exemple, disons qu'en tant que femme, je viens de rencontrer un homme magnifique. Et quand je le rencontre, de suite, l'impression qui vient, c'est « Oh mon Dieu, moi je sais comment sauver cet homme. Je sais comment je peux l'aider. Je le sais, je vois sa beauté, je la vois et je sais que je peux l'aider. » Et il y a une voix dans moi qui dit « Ne va pas là. N'y va pas. » Avec ma persona, avec une connaissance superficielle de moi, dans le triangle amoureux, je suis le sauveur, j'y vais. Eh bien, après, je me souviens très bien de la petite voix qui disait c'est pas le meilleur chemin pour ton évolution. Mais je l'ai pris le chemin parce qu'on est toujours libre. On est toujours libre. Nous sommes toujours libres de dire oui aux voix, à la sagesse profonde qui nous habite et d'oser écouter les dimensions d'enfermement que l'on peut porter. Et c'est jamais facile parce que tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut aller bien, tout le monde cherche à l'extérieur comment aller bien. Eh bien, vous pouvez vous y perdre complètement parce que c'est pas une nouvelle auto, c'est pas un nouveau chien, c'est pas un nouvel enfant qui va vous apporter, oui, évidemment un bonheur, mais la solution à la rencontre avec vous-même, non. C'est vraiment oser vous rencontrer. Oser écouter ce qui ne va pas. Évidemment, on veut juste écouter ce qui va, mais à un moment donné, ça monte. Et ce que j'appelle, vous savez, la ligne bleue juste en dessous de l'iceberg. Ça, c'est le préconscient ou le subconscient. Juste en dessous du conscient. Et ça, c'est très riche en informations. Parce que cette zone d'état altéré de conscience stocke le matériel de l'inconscient et le freine à notre conscience ou demande qu'on en devienne conscient. Par exemple, moi, je me couche, pas moi, mais je veux dire, disons que vous vous couchez le soir et, ah oui, vous contemplez votre journée, vous dites, waouh, quelle journée fantastique, et j'ai réussi telle chose. J'ai réussi à résoudre telle chose. Ah, j'ai été reconnue par mes collègues. Ah, j'ai été reconnue par mon mari, mes enfants. Ah, et en dessous, non, j'en ai marre. Je m'ennuie. Je suis frustrée. Je me sens à côté de ma plaque, à côté de ma vie. Eh bien, si vous n'écoutez pas
cet espace, ben là, vous vous enfoncez. Et cet espace, comment on peut l'écouter? Ben, c'est en se couchant le soir, en se permettant d'aller au lit et de se détendre, d'entrer dans la phase de sommeil et s'il y a lieu d'écrire le trop plein de la journée. Vider le subconscient, vider le préconscient, j'appelle. Une autre façon de le rencontrer, c'est quand on se réveille le matin. Dès que vous ouvrez les yeux, il y en a qui sautent du lit. Bon, je peux comprendre, hein, si vous avez des enfants, plein de choses. Mais si vous décidez de vous réveiller un petit peu avant, il y a tout ce monde du préconscient qui vous attend. Vous vous réveillez avec une langueur, une fatigue, une joie, une excitation, la tristesse, vous êtes en colère. Ah, vous êtes en colère contre votre rêve. Ben là, il y a de l'information pour vous. Et s'aimer, être bienveillant avec soi-même, c'est dire, je prends le temps d'écouter cette dimension de préconscient qui m'informe sur mon inconscient. Vivre en présence de son monde intérieur. C'est d'une richesse. Et oui, ça change des choses dans notre vie parce que ça nous implique dans une écoute de nous-mêmes. Puis évidemment, beaucoup de gens veulent « Oh non, je veux pas écouter comment je me déteste, combien je me trouve laid, combien je me trouve nulle, combien j'ai peur, combien je suis insécure. » Ben oui, mais ça, c'est notre ombre. C'est le terme de Carl Gustav Jung, bien entendu. Et tout le reste, au-dessus de l'eau, c'est notre lumière. Oui, mais notre ombre, elle est là. Et elle a besoin d'être entendue, d'être accueillie. Ça ne veut pas dire que je vais tout comprendre, non. C'est un monde différent que celui dans lequel je fonctionne tout le temps. C'est un monde de très grande sensibilité, c'est un monde affectif, c'est un monde de tendresse, c'est un monde de violence aussi, d'agressivité, de déception, de joie, de désillusion. Tout est dans l'ombre. C'est-à-dire que dans l'ombre, on trouve de tout. Et combien d'humains fuient leur ombre? Il y en a beaucoup. Parce qu'on en a peur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'ombre devient lumineuse dès qu'on la démystifie, dès que je me permets de rencontrer la partie de moi qui est triste, ou la partie de moi qui est en colère, ou celle qui est frustrée. On est même avec nous-mêmes dans un triangle. On veut dire, ah, moi, je veux sauver la partie de moi qui est triste. Ah non, il ne faut pas qu'elle soit trop triste. C'est triste d'être triste. Puis, ah, s'il vous plaît, permettez-la d'être triste. Permettez-lui, excusez-moi, d'être triste. Permettez-lui d'être frustré. Oui, je suis frustrée. Et Dieu merci, ça fait du bien de me l'entendre. J'essaie de dire ça à ma conjointe ou à un enfant ou à un ami, et tu sais que je suis vraiment frustrée. L'autre va se sentir menacé, à moins que l'autre soit en présence aussi de son monde intérieur et va dire, ben bravo, rentre dans le club des frustrés. Reconnaître que je suis frustrée allège la charge. Ça ne règle pas la situation parce que derrière cette frustration, il y a autre chose. Mais si
je n'accueille pas la couche de frustration, mais comment je vais savoir ce qu'il y a en dessous? Parce que, comme vous avez vu, l'iceberg, il y a des couches. C'est ça notre monde intérieur. Et c'est plein de richesses. Et c'est comme ça que je me suis guérie. Oui, chose assez magnifique quand même, hein? D'une maladie incurable où j'étais enfermée dans une souffrance physique, la polyarthrite rhumatoïde. C'est terriblement douloureux, terriblement. Alors, de cette souffrance, j'ai décidé d'arrêter le jeu extérieur. Rhumatologue, médicaments, le psychiatre, même s'ils ont fait des grands efforts, hein, ces gens, j'ai beaucoup de reconnaissance, ils m'ont accompagné pendant 4 ans. À un moment donné, j'ai dit non, ça suffit. Ça suffit parce que la retraite augmentait. Donc là, il y avait un non-sens pour moi. Et Dieu merci que mon corps me disait, notre corps ne ment pas. Et ça, c'est dur à accepter parce qu'on aimerait bien qu'il nous mente, hein? Non, il ne ment pas. Et mon corps disait, t'as encore de la retraite, et il y en va en avoir encore plus. Parce que t'as rien réglé. J'avais réglé en superficie avec le psychiatre. Merci, ça m'a aidé, hein? Mais là, en profondeur, j'étais loin d'avoir réglé. Et c'est par le corps, qui est le siège de l'inconscient, que j'ai réussi à défaire, c'est-à-dire à défaire les couches, les cuirasses que j'ai appelées, défaire les tensions, les enfermements. Alors évidemment, je suis rentrée en présence, devinez quoi, de mon monde intérieur. Mais je le connaissais, parce que avant d'être malade, il me parlait, ce monde intérieur. Et j'étais comme étonnée de voir comment je me détestais. Je me trouvais laide. Je voulais juste mourir, c'est pas compliqué. J'avais pas de raison d'exister. À l'université, je m'ennuyais à mourir et je remplissais la mission parentale. Jusqu'à la maîtrise, 4 ans. Et donc, à un moment donné, j'ai bien compris que il y avait autre chose qui m'attendait, que c'était pas l'unique sens de ma vie que de faire plaisir à mes parents. C'était peut-être de m'aider. Alors moi, j'ai posé des gestes très drastiques parce que j'étais rendue à on y va ou tout s'arrête. Pas le suicide, mais c'est la chaise roulante. Donc, merci. Et j'ai quitté le Québec, j'ai tout vendu. Je me suis libérée pour aller à la rencontre de ma guérison. Mais attention, dans les étapes de guérison, il y avait une souffrance, pas physique, émotionnelle et psychique. Hein, c'est comme les étapes. Quand ça atteint le corps physique, un cancer, on a un cancer psychologique, on a un cancer physique, émotionnel et psychique, sclérose en plaques physique, émotionnelle et psychique. Ce qu'on appelle la psychosomatique, c'est très simple. Alors, j'ai nettoyé par le corps, hein, par les mouvements que mon mentor m'offrait, que je vivais avec en présence de d'autres. J'ai pleuré pendant des mois. Mais qu'est-ce que je pleurais? Je savais même pas ce que je pleurais. Mes hanches pleuraient. Je faisais un mouvement au niveau des hanches, et la hanche qui était atteinte d'arthrite, entre autres. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais, moi, Marie-Lise, victime, comment j'avais souffert. Et je pleurais, et je pleurais. Je mouillais le tapis à côté, là où je travaillais. Voilà. Après ça est venue une étape de colère, de révolte, et ainsi de suite. Là, je vous donne pas une formule magique, hein, absolument pas. Mais il y avait dans mon arthrite émotionnelle des couches d'émotions
foulée dans ce corps que j'ai libéré. J'ai libéré mes compulsions, j'ai libéré mon monde intérieur. Tout ce qui était ombre est devenu lumineux, tranquillement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des aspects d'ombre, comme tout le monde. Mais je me suis remplie de bienveillance et d'amour envers moi-même. Pour me guérir, j'avais besoin de m'aimer. Je ne pouvais pas me détester, parce que c'était ça mon leitmotiv, et me guérir. Impossible. Donc, j'ai creusé, j'ai libéré mon inconscient, mes aspects ombres, je les ai aimés. J'ai aimé mes peurs, j'ai aimé mon insécurité. Je suis devenue une personne entière, qui avait plus besoin de l'approbation de papa et de maman, qui avait plus besoin de l'approbation de ses amis, qui avait plus besoin de l'approbation de personne sauf de moi-même. Et voilà, c'est comme ça que je me suis guérie. Ça a pris 4 ans, mais c'était extraordinaire. Alors, cette histoire, elle se retrouve dans un livre. Se guérir autrement, c'est possible. Il y a aussi le livre Au cœur de notre corps, là, je vous donne des références, où ce livre contient vraiment des exemples. Moi, je vous parle aussi de comment je me détruisais. J'avais une image très négative de moi. Et je donne d'exemples de gens qui se sont guéris à travers la méthode que j'ai créée. J'ai écrit beaucoup de livres, mais ce qui existe maintenant, qui est de disponible, c'est que j'ai créé l'école d'individuation qui reprend le parcours un peu de mon processus d'auto-guérison, mais sous des formes différentes. Naître à son corps, c'est ce que j'ai fait. Naître à son cœur, c'est ce que j'ai fait. Naître à son âme, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions, mais il va y avoir aussi un temps où on va décliner pour vous cette école et ce cursus nouveau qu'on a ajouté qui est naître à son monde intérieur, qui facilite le dialogue avec l'inconscient. Mais tout le long des processus offerts au sein de l'école par webinaire et par cours que vous recevez à la maison, nous sommes toujours dans le corps, nous sommes toujours dans votre monde intérieur. Et pour moi, c'est la clé de se réaliser. Voilà, merci beaucoup. Je vais céder la parole à Annick. Bonsoir Marie-Lise, bonsoir et bonjour à tous. J'ai quelques questions écrites, donc comme on est plusieurs ce soir sur la plateforme, on va peut-être pas avoir le temps de répondre à tous, mais on va tenter. Ouais. Parce que 142, ça va être difficile de répondre à tout le monde. Oui. Par mais contre, tentez, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez l'écrire. Et si vous avez des questions face aux cours qui sont dans l'école d'individuation, n'hésitez pas à nous écrire aussi par la suite. Évidemment, on va vous répondre. Merci. Et oui, parce que j'ai aussi Odette qui est là ce soir, une autre collaboratrice. Odette, bonsoir. Et puis, on prend le temps de répondre à vos questions parce qu'on est bien conscient qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à la conférence. Beaucoup, 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 beaucoup. Et tant mieux, c'est un thème extraordinaire. Mais évidemment, vous avez des questions. Et pour moi, ça fait partie du processus de vous accompagner si j'ai des réponses, bien évidemment. OK. Je vais commencer, Marie. J'ai une question de la part de Violaine. Elle dit quelle est la différence entre une image intérieure et une vision? Et comment la vision se manifeste-t-elle? Merci. La vision, c'est quelque chose qui s'impose à nous.
qui est un genre de flash visuel. C'est quelque chose qui est devant nous et qui vient de nous, bien entendu, de nos profondeurs, de la partie sage de nous, qui nous donne une vision. Moi, j'en ai eu deux très importantes dans mon processus de guérison. La première, c'est la première vision, je l'appelle la vision de la vieille femme, le jour où j'ai pris la décision d'arrêter le cirque extérieur, m'est venue la vision de ce que serait ma vie si je continuais. Et croyez-moi, elle n'était pas superbe, cette vision. C'était que je mourrais des médicaments à 40 quelques années, toute maigre, en chaise roulante. Non, merci. Vous allez me dire, ah oui, c'est ton imaginaire. Bien oui, mais merci beaucoup. Cette vision a fait que j'ai dit non, stop. Après, un an après, guérie de mon arthrite physique, j'ai eu la vision que j'appelle la vision de la déesse, où je me voyais nageant, nue dans la mer de la Méditerranée, prenant du soleil sur les rochers et guérie. C'est-à-dire mes membres déliés, je pouvais nager, je pouvais marcher. Et ça m'a tellement inspirée. Je n'étais pas encore rendue là. C'était une vision future, mais c'était un élan. Donc, les visions sont très puissantes, elles ne viennent pas souvent. Violaine, les images intérieures, comme l'image de moi quand j'étais malade, où je voulais me couper la jambe tellement que je souffrais. J'ai eu ça comme image, j'étais amputée. C'est des images qui parlent de ce qui est maintenant. La vision est une projection dans le futur, mais pas quelque chose que j'ai imaginé, qui vient, pouf, de l'intérieur et qui nous parle. Merci Violaine, j'espère que j'ai pu clarifier. Merci Violaine. J'ai une autre question de la part de Audrey qui dit alors quels outils pour faire face à certains événements qui pourraient entraîner des paniques sur des personnes? Je pense précisément à l'événement que vous citez dans le livre Guérir par les images de transformation, où une femme s'est vue poursuivie par une boule violette dans sa maison, ce qui est un phénomène peu ordinaire. En fait, elle demande comment des outils face à un peu Oui, des états de panique. Ouais. ben, c'est que l'inconscient va nous parler aussi par des signes de jour, comme dit Jung. Et ces signes de jour sont cette boule de feu qui me court après. Bon, là, il y a un contexte, hein. Des fois, il y a des signes de jour qui sont vraiment, pouf, qui viennent nous faire peur, nous soulever des angoisses. Donc ça, c'est un premier réflexe. L'instinct de survie. J'ai peur. Ah, vite, il y a un danger. Mais attention, il faut aller plus loin que ça. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie ou dans notre système. Et c'est peut-être le temps de s'arrêter et de s'en occuper. Au lieu de ah, je panique, j'ai peur, je fuis. Je peux très bien comprendre ces réflexes de survie. Hein. Faites-le, mais prenez le temps après de réfléchir. Mais qu'est-ce, je ne dis pas d'analyser par la tête, de dire qu'est-ce que ça veut dire? D'entrer dans une écoute et non pas un jugement sur les faits. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je vais poursuivre Marie-Lise avec une question de la part de Florence. Elle dit « Bonjour Marie-Lise, j'ai parfois l'impression de ne pas savoir ce qui me vient à l'esprit, si ce qui me vient à l'esprit vient de mes peurs
de mes émotions, de mon mental ou de mon intuition? Comment y Oui, voir clair? Car j'ai souvent la sensation de me prendre beaucoup la tête et que mes pensées tournent en rond dans un cycle infernal. oui, je comprends que des fois, c'est important de démêler qu'est-ce qui se passe avec notre monde intérieur. De l'angoisse, des peurs, des formes pensées. Moi, la question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a de la bienveillance dans vos peurs? Est-ce qu'il y a de la bienveillance dans vos émotions? Est-ce qu'il y a de la bienveillance dans vos scénarios? Si la réponse est non, c'est que tout ce que vous venez de nommer exprime un enfermement sur vous-même. Vous vous êtes laissé enfermer par qui? On ne cherche pas le coupable, mais quand même, c'est intéressant de dire, ah ben c'est drôle, je vis la vie de mes parents. Ben, c'est pas drôle de vivre la vie de ses parents. Ça veut dire que vous ne vivez pas la vôtre. Je ne dis pas que c'est votre cas. Hein? Ah, c'est bizarre, j'essaie juste de plaire à l'autre, mais moi, j'ai pas de besoin. Donc là, devant ces univers où il y a des émotions, il y a des peurs, il y a des angoisses, dites-vous, c'est des signes d'enfermement. Alors, comment je peux respirer dans ça? Eh bien, le travail corporel. Le travail corporel, le travail psychocorporel amène une respiration dans la mélasse du monde émotionnel qu'on est, des formes pensées, des peurs, parce que l'intelligence du corps, c'est le bien-être se reconnaît. Le corps va chercher les mouvements qui font du bien et tranquillement, il y a des choses qui vont tomber. Des fois, avec mes gens dans les cours, c'est juste, je n'entendais pas les cuirasses tomber par terre. C'est une image. Ils se dépouillaient d'un enfermement. Ce que vous avez décrit, ça ressemble vraiment à, ça tourne en rond, c'est un enfermement. Revenir au corps, retrouver le silence, libérer la parole du corps, pas juste la parole verbale, pas juste la parole intérieure, d'enfermement de cercle vicieux. C'est ce que je vous suggère fortement. Merci, merci Florence. Je poursuis Marie-Lise. Oui? Oui, donc j'ai une question ici de la part de Sandra. Elle dit Bonjour Marie-Lise, à la faveur d'un tournant qui a eu lieu dans ma vie, selon un choix que j'ai fait consciemment, mon inconscient me restitue des mémoires anciennes, mais c'est comme s'il me parlait une langue étrangère. Je perçois des flashs concernant des réalités, des moments très divers, très Oui. étalés dans le temps et l'espace. Je n'arrive Oui. pas à comprendre. C'est comme si le panorama de mon monde intérieur était celui d'une villa romaine qu'on a redécouvert par un travail d'archéologie, mais que le résultat est si pauvre qu'on n'arrive pas à comprendre les figures qui avaient été dessinées sur les anciennes mosaïques. Puis j'espérais que le sens devienne plus clair avec le temps. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez cette villa romaine? C'est l'image que vous utilisez. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous des émotions? Quelles sont vos perceptions? Est-ce que vous êtes neutre? Vous êtes étonné? Est-ce que vous jugez? Parce que si vous jugez, vous bloquez. Est-ce que vous accueillez et vous attendez que ça parle plus? Est-ce que vous voulez aller trop vite? C'est toutes des questions que je vous poserai. Je les pose et je les pose à tout le monde qui vit ça. C'est pour recevoir des brides d'informations, prenez le temps de les écrire, les dessiner et de vous asseoir avec. Il n'y a pas de solution magique. Je sais qu'il existe des livres et vous allez me dire, ben oui, j'ai mal au genou. On me dit, c'est ça. Bon, parfait, OK. Mais si vous êtes beaucoup plus vaste qu'une douleur de genou, qui veut dire ta ta ta,
Non, les équations magiques, vigilance. Moi, je vous amène ailleurs. Je vous dis, écoutez, laissez le temps que les choses se vivent. Ne pas vouloir aller trop vite. Votre inconscient est mystérieux pour votre conscient. Plus vous allez explorer le mystère, plus, comme vous nommez, l'archéologie, et que vous sentez ça triste, enfin, excusez-moi, que ça manque de richesse, ben, dites-vous qu'il y a un désert affectif en vous à quelque part. Mais qu'est-ce qui est derrière ce désert? Tentez de relier des moments de votre enfance. Est-ce que vous étiez heureuse? Quand est-ce que vous avez perdu votre joie d'enfant? Quand est-ce que vous avez perdu vos élans? Quand est-ce que vous avez perdu le goût de vivre votre passion? Quand est-ce que vous êtes devenu ce qu'on vous a demandé de devenir? Je pense que vous devriez trouver vos réponses. Merci beaucoup. Merci Sandra. Marie, j'ai une autre question écrite et j'ai des mains levées. Est-ce que je peux donner la Ben, moi, parole j'irais à... vers une main levée, faire changement. Oui, c'est ça. Donc, je vais donner la parole à Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Marie-Lise, Odette, Annick, ravie d'être avec vous ce soir. Merci. J'ai une grande question. J'ai vraiment une grande question, Marie-Lise. OK, on va voir. Je voudrais savoir quelle est la place de la méditation par rapport justement à cette connexion avec son monde intérieur. Est-ce que Oui. c'est vraiment, genre, une voie privilégiée, une sorte d'autoroute, ou est-ce que, au contraire, c'est pas forcément une voie privilégiée? J'aimerais savoir vraiment ce que vous pensez à ce sujet-là, ça me semble très important. Alors, Merci, ça Marie. dépend des... Merci, Corinne. Ça dépend du type de méditation que vous pratiquez. Il y a des méditations qui font taire le mental, d'ailleurs, c'est le but. La méditation de créer des ondes cérébrales à l'hémisphère gauche du cerveau. Et par exemple, dans la pratique d'un mantra, de répéter un mantra, tranquillement, l'hémisphère gauche va s'apaiser et vous allez découvrir une forme de tranquillité, de paix. Là, une fois que ça s'est atteint, vous pouvez contempler votre monde intérieur. Il y a d'autres D'accord. méditations où on va juste faire ça, se sentir mieux et arrêter. Ça va aider, évidemment, parce que vous avez la capacité de recréer pendant 20 minutes, une heure, peu importe. Wow, une, une pause, une respiration, c'est énorme. Et de là, d'une méditation qui est très programmée, disons, même de là, votre monde intérieur va commencer à vous parler, vous allez savoir l'écouter. Donc, pour moi, la méditation, c'est quelque chose d'important qui nous permet l'assise, hein, de prendre du temps et d'entrer dans le silence. Alors, si par contre je fuis toujours mes formes pensées et que je suis toujours en train de compter, puis ça, la forme pensée revient, tout ça, là, moi, je dirais, arrêtons-nous au lieu de se battre et écoutons qu'est-ce que la forme pensée a tant à me dire. Je ne parle pas des petites pensées superficielles, je parle des choses plus profondes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah, complètement, Marie-Lise, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez la méthode de Monsieur Bernard Michel Boissier qui justement permet de rentrer dans son monde intérieur? Est-ce que vous avez des références par rapport à ça? Est-ce que vous la connaissez? Non, Non. malheureusement, non. Je n'ai pas pratiqué ça. Merci beaucoup. Merci, Marie-Lise, et bonne soirée. Merci pour tout ce que vous Bonne faites. soirée. Merci infiniment. Merci Merci. Corinne. Marie, je poursuis avec une question Oui, écrite. oui. J'ai Isabelle qui dit comment guérir à l'aide de son monde intérieur quand on n'a pas le sentiment de pouvoir être, avoir un sentiment de morcellement. J'ai été anorexique et je n'ai pas l'impression que c'est possible d'en sortir. Je comprends. Je sais que c'est pas évident, vraiment. Euh, dans l'anorexie, enfin dans la souffrance
de l'anorexie, on retrouve toujours des formes pensées. Je ne sais pas si vous les avez encore, que vous n'avez pas le droit d'exister, que vous n'êtes jamais assez et que c'est mieux de disparaître. Alors, c'est vraiment urgent que vous reconnaissiez qu'est-ce qui a alimenté votre anorexie. Je croirais que vous le savez, en termes d'émotions, en termes d'influence aussi parentale, en termes de position que vous avez pris dans votre famille. Et maintenant, est-ce que vous savez vous positionner, pas juste par rapport à la famille, dans votre cercle d'amis, dans votre système? Est-ce que vous savez prendre votre place? Et prendre votre place, ben, c'est reconnaître que ça fait du bien des fois, il y a du plaisir à manger et de se le permettre. Parce que vous savez, la forme pensée influence grandement. Par exemple, si je mange un gâteau au chocolat et je me dis je vais engraisser, c'est terrible et je vais me sentir mal et je vais me détester pendant que je le mange, c'est un exemple, hein? Eh bien, le gâteau, il va pas me faire un bon effet. Mais si je mange le même gâteau en le savourant, sans culpabilité, ah, c'est un exemple toujours, hein, et que je dis oui à ça, à la vie pour moi, même si je sais que c'est plein de trucs, de chimie, de si. Si je dis oui, ben, il va bien passer le gâteau. C'est un exemple. Parce que j'ai connu moi aussi des phases d'anorexie avant qu'on me déclare la maladie et même après. Et j'ai été obligée de quitter l'anorexie de me guérir. Je pouvais pas être arthritique et constamment contrôler ce que je mangeais. C'est mon corps. Il disait, mais s'il vous plaît. Alors, je me suis guérie, mais je suggère pas ça à personne, hein. C'est comme ça que moi, je m'en suis sortie. J'ai commencé à manger ce que j'avais envie de manger. C'était une huître, je me payais une huître. Je n'étais pas très riche. Vous savez, j'ai commencé à donner à mon corps ce qu'il voulait et à lui faire confiance. Alors, ce n'est pas parce que c'est très prenant, l'anorexie, j'en ai côtoyé aussi, j'ai aidé beaucoup de gens, c'est que il y a comme des fois des rechutes mentales qui viennent. Ah, je commence à me détester, je me trouve grosse, ta ta ta. C'est comme la non-permission de vivre. Alors commencez tranquillement à vous permettre de vivre, à vous faire plaisir, bienveillance envers vous-même. Merci beaucoup de cette question. Merci Isabelle. J'ai une main levée. Oui. On va pouvoir Je aller vais... jusqu'à écart, après ça on va arrêter. Oui, d'accord. Je vais donner la parole à Agnès. Oui. Bonsoir Agnès. Que vous êtes là? Agnès? Il s'approche. J'ai perdu la ligne. Ah, ok. On va tenter avec Martine. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Annick, bonsoir Odette. Vous m'entendez? Très Vous bien. m'entendez? Oui, voilà. Donc, tout d'abord, un témoignage pour ça fait que depuis 2014, je suis donc la MLC. J'ai fait plusieurs séminaires avec Marie-Lise, dont le dernier en République dominicaine, et je devais suivre la formation. Et voilà, le hasard a fait que j'ai pas pu la faire. Et je me suis retrouvée dans une émotion de tristesse très, très grande. Et puis, en accueillant cette émotion, et le hasard, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête, que ce n'était pas le moment de faire cette formation. Donc, je suis restée ici pendant 2 ans à explorer ce monde intérieur, à m'aimer. Et donc, j'ai suivi des cours de dessin. J'ai transformé mon milieu professionnel. Je suis un petit peu émotionnée. J'ai Je quitté comprends. le permis et j'ai découvert une joie de vivre, une sérénité, une paix à accueillir mes émotions, accueillir mes colères, accueillir mes pardons et à me rencontrer. Donc c'est pour témoigner que c'est vraiment très juste ce qui est dit et il faut le pratiquer. Et donc ici, je voulais poser la question,
quelle différence entre le monde intérieur et l'âme et la Ah, bon. vibration d'âme. Alors, ben, notre âme se nourrit de notre monde intérieur. Notre monde intérieur se nourrit de notre âme. Notre âme habite tout. Donc, Notre monde extérieur, notre monde intérieur. Mais le contact avec notre âme, c'est à travers notre monde intérieur. Bon, quelquefois, ah, il y a des gens qui vont rencontrer quelqu'un qui vont dire, ah, j'ai l'impression que j'ai rencontré mon âme dans cette personne. C'est, oui. oui, ça se peut. C'est-à-dire que je ressens une vibration similaire à mon âme. Son âme, c'est vraiment par l'écoute qu'on la rencontre. Et c'est à travers le silence et à travers, je me, je me retire un peu de ce monde qui est très agité et je me retrouve. Et l'âme habite l'inconscient personnel. Tout ça, ça fait partie de l'expression de notre âme. Et le besoin alors de se retirer un peu de l'extérieur de ce monde qui est parfois très rapide peut, peut se justifier dans une, enfin, dans une rencontre avec son âme, ou plus ou moins avec le chemin, ou ce que l'on est venu faire, parce que c'est ce que j'ai un peu fait. Je suis un petit peu dans un monde intérieur où je me leste de beaucoup de choses qui deviennent pesantes, mais je ne sais pas toujours très bien, et je suis inscrite à l'école Neutre à son âme, donc voilà. Euh, voilà, c'est un chemin, je suis sur un chemin, mais bon, se laisser aller à accueillir ses émotions et Oui, les croyances mentales bloquent parfois beaucoup. Et donc, je suis encore dans les croyances parce que j'ai commencé avec les outils d'auto-guérison et je retourne parfois écouter, intégrer, accueillir ce mot. Et alors, j'ai souvent le mot poursuivre ou nous poursuivons que tu dis souvent, comme si j'étais appelée à, voilà, à poursuivre ce chemin. Et donc, merci pour tout. Et voilà. merci. Merci Martine. Merci beaucoup de ce partage et bonne poursuite. Merci. Merci. Merci Martine. Tu me dis, Marie, je peux poursuivre? Oui, il nous reste 3 minutes. D'accord. Donc, je vais poser la question de Tamara. Elle dit, Oui. bonsoir Marie-Lise, peut-on approfondir par la reliance entre notre intériorité et un endroit particulier du corps? Je pense notamment à mon épaule. Alors, je suis pas sûre que je comprends la question. De rentrer dans son épaule pour rencontrer son intériorité? Peut-on approfondir sur la reliance à notre intériorité, un endroit particulier du corps? Oui, 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 ben oui. Notre corps nous parle. Et quelquefois, ben justement, il y a peut-être des régions qu'on veut plus ou moins écouter parce que ça nous énerve. Énerve dans le sens que ça vient perturber mon quotidien. Je suis obligée de m'en occuper. Et donc, je m'étends au sol, je pratique la MLC et mon épaule me parle. Eh bien, mon épaule est dans son intériorité et elle a besoin de dialoguer avec moi. Donc, à travers différentes zones de mon corps, je peux entrer à l'écoute de ce que cette région de mon corps, si elle attire mon attention, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Voilà, merci. Merci Tamara. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a beaucoup Je- d'autres questions? J'ai une main levée. Oui, Euh, non, en gros, je crois que c'est pas mal. ok. Ouais, peut-être que j'ai manqué. Je vais donner la parole à Heidi. Bonsoir Heidi. Bonsoir, Bonsoir Haïd. Heidi. Je m'appelle Haïd. Heidi. Bonsoir, Bonsoir. Haïd.
Oui, bonsoir. Bonsoir Marie-Lise, bonsoir Annick, bonsoir à tout le monde. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que je suis attentivement depuis un certain temps votre enseignement et je pense que, voilà, je suis dans un chemin de guérison, de résilience individuellement, mais je crois que certainement plus large et en particularité, je me porte avec le germe aussi d'une guérison au niveau familial. Et il est étonnant d'observer les cohérences, les signes qui sont là constamment. Et juste l'intervention avant, voilà, je pouvais y participer, à porter en fait sur l'épaule. Et en fait, la question que je voulais poser est la suivante. Existe-t-il votre approche, le MLC, aussi en Allemagne? En fait, je suis d'origine allemande et j'ai une sœur à Hambourg qui rencontre énormément de problèmes de santé. Elle est sourde, presque sourde, appareillée. Elle a des problèmes divers au niveau articulation. Et en fait, c'est assez terrible d'observer, même si moi, de mon côté, je crois que je fais beaucoup de chemin. Je me rends compte quand même aussi des limites parfois quand quelqu'un ne veut pas écouter, ne peut pas écouter et que tout ce dont moi je suis consciente que j'ai appris et que je pratique, voilà, comment le transmettre et en particulier quand il s'agit des membres de famille. C'est ça. Oui. Merci. Oui, et donc la question est, existe-t-il en Allemagne voilà, des praticiens en MLC qui pourront, ou que j'aimerais bien, qui prendront peut-être la relève? Il existe une personne qui a été formée, je crois qu'elle est à Zurich, Zurich, oui, c'est en je Suisse. crois, je crois. Oui. Non, il existe même deux personnes. Par contre, une qui est psychanalyste, et je ne sais pas si elle pratique la MLC avec ses patients. Je ne sais pas si elle le pratique juste pour elle. C'est difficile pour moi parce que ça fait des années que ces gens-là ont été formés et j'ai pas de nouvelles. Ils ne font D'accord. pas partie de l'association MLC France, par exemple, ou Suisse, où on peut suivre quand les gens font partie de l'association, les D'accord. praticiens. Alors, c'est sûr que je pourrais demander à mon bureau, demander à Odette, d'essayer de retrouver les noms de ces deux personnes et que nous pourrions les contacter pour savoir si elles pratiquent. D'accord. Oui, ça sera Et parfait. puis, et c'est sûr qu'on ne peut pas sauver les autres. Et je Non, bien. comprends votre passion parce que, bon, on aimerait pouvoir aider. Mais c'est Euh, par où sur des livres ou vous-même en donner, oui, oui, guider cette femme dans du mouvement. oui. D'accord. Merci beaucoup, Hélène. Merci Marie-Lise. Merci. Merci, Heide. Merci. Alors, merci Annick pour tout. Vous Merci à toi, savez, Marie-Lise. si vous voulez aller sur le site de l'école et contempler tout ce qu'on offre dans ce cheminement sur le chemin d'individuation de naissance, il y a aussi des formations professionnelles en France qui vont commencer au mois de janvier 2021 ou enfin avant avec les cours d'anatomie. Et donc, l'école d'individuation, c'est pas une formation professionnelle, c'est personnel. Alors, allez sur le site, allez visiter, laissez-vous inspirer, suivez votre intuition si vous avez envie d'aller plus en profondeur. Merci beaucoup de votre confiance. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et merci beaucoup Odette aussi. Merci.